Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. Je suis Perrine Grua et j'ai créé ce podcast pour amplifier la voix de celles et ceux qui réussissent à conjuguer au présent leurs talents, leurs convictions personnelles, les besoins du monde avec leur métier. Avec Canary Call, mon objectif est aussi de convaincre de miser sur ces canaris qui sonnent l'alerte et agissent juste à temps. Leur engagement est contagieux. En les écoutant, les portes des possibles s'ouvrent et l'envie d'agir gagne. Bonjour Marianne. Bonjour Perrine. Tu connais l'histoire du canari. Toi, si tu étais un animal, tu serais lequel et pourquoi ? Alors, si j'étais un animal, je serais un animal qui est très utile, qui est la loutre de mer. C'est un animal, en fait, qui mange beaucoup, qui mange plus que son poids et qui mange beaucoup d'oursins. Et les oursins, en fait, c'est nocif parce que les oursins, eux, attaquent certaines algues et qui sont des algues qui capturent beaucoup de CO2. C'est des algues qui croissent très 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 vite, plus de 60 cm par jour, et donc il y a une forte capacité à capturer le CO2. Donc en fait, c'est toute une chaîne, mini-chaîne, avec la loutre, l'oursin et l'algue. Donc si il y a moins d'oursins, eh bien, il y a plus d'algues et donc il y a moins de CO2. Donc la loutre, ça fait partie de ces animaux très utiles. Un autre animal très utile, c'est la baleine. Mais je me suis dit, non, on va pas prendre la baleine. Et t'es déjà pris dans la communauté ça des tombe bien. canaris. Mais on n'avait pas de loutre. Bienvenue. Et ben voilà, c'est moi, la loutre. Bienvenue. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos auditeurs et nos auditrices ? Donc, moi, je suis Marianne Emmerich. J'ai beaucoup d'années passées dans le monde corporate exécutif, à la fois chez Unilever et à la fois chez LVMH. Et j'avais toujours imaginé ma carrière, en fait, bâtie en 3 moments. Donc, le premier moment, c'était learn, apprendre. Donc, ça, c'était HEC. Ensuite, c'était earn. Et la dernière, c'est give back. Donc, earn, c'était ma vie exécutive, Unilever, LVMH. Et maintenant, je suis dans ma période de give back. Et dans cette période-là, dans ce chapitre-là, j'ai 3 piliers. Donc, j'ai un premier pilier où je suis administratrice. Donc, je suis administratrice de Pierre Fabre. Je suis administratrice de Haleon, qui est un grand groupe anglais du FTSE. Et je suis aussi administratrice de The Academy of St. Martin in the Field, qui est un orchestre très connu. Donc ça, c'est mon premier chapitre, enfin mon premier pied, on va dire. Mon deuxième, c'est je suis business angel. Et j'investis mon temps et mon argent sur des startups qui ont 2 caractéristiques. Une première caractéristique, donc, c'est des startups à impact, que ce soit de l'impact environnemental ou de l'impact sociétal. Et la deuxième caractéristique, c'est une femme parmi les cofondateurs. C'est aussi une manière de give back, puisque j'estime avoir eu la chance d'avoir une belle carrière et ça m'aide à donner plus de chance, en fait, à des jeunes femmes qui sont entrepreneurs. Et la troisième partie, c'est tout ce que je fais avec HEC. Donc, je fais des interventions en cours et puis j'ai créé avec eux un jeu, un serious game, qui est pas d'ailleurs que pour des étudiants, qui est pour un public plus corporate et qui est autour de tout ce qui est développement durable, qui s'appelle donc Planet Purpose. Voilà. Et on pourra en parler plus tard si tu veux. Planet Purpose, c'est ton fil rouge en fait entre ces 3 piliers. Alors comment tu fais le lien, oui. Comment ça se nourrit ? En fait, c'est ma colonne vertébrale qui est le développement durable et la raison d'être des entreprises. Donc, je suis administratrice de groupes qui ont cette valeur ou cette valence chevillée, je dirais, au corps. Mes startups, j'en ai parlé, c'est aussi des startups à impact. Et toutes mes interventions à HEC, elles sont aussi soit autour du leadership à impact ou sur la raison d'être, soit autour du développement durable. Enfin, c'est vraiment le cœur de mon activité
actuelle. C'est ce que j'ai retiré de toutes mes années d'expérience et ce que j'avais vraiment envie de partager, en fait, puisque je suis dans cette phase de transmission. Souvent, quand on veut donner, on s'aperçoit qu'on reçoit beaucoup aussi, non? C'est vrai, c'est tellement vrai ce que tu dis. En fait, c'est un échange permanent avec avec les sociétés. Quand tu es administratrice, tu vois plein de choses. Enfin, tu as un rôle, il y a un échange qui est vraiment d'une richesse, à la fois avec les autres membres du board, mais à la fois avec l'équipe exécutive, et on s'apporte mutuellement. Les startups, alors en général, pas tout le temps, hein, mais en général, c'est des plus jeunes que toi, il faut le dire. Et tu apprends énormément aussi d'eux. C'est des nouvelles manières de travailler, une nouvelle manière de voir les choses. Donc c'est vraiment un échange très 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 riche. Et puis avec HEC, les étudiants, enfin c'est aussi. Je m'estime très heureuse de ma vie actuelle. Enfin, j'ai beaucoup de chance parce que je suis donc en train de faire fructifier mon expérience et que ça puisse apporter à des gens, mais aussi avoir comme ce retour et toujours continuer à m'enrichir. Donc c'est très 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 gratifiant. Et quand tu dis finalement j'avais toujours vu ma carrière en 3 étapes, apprendre, recevoir, et puis rendre. Comment c'était venu cette structure de... À quel moment en fait, pour tout te dire, ce plan, en fait. Non, mais en fait, c'est quelqu'un mais dans mes jeunes années, hein, puisque ça devait être autour des années 2000, qui avait dit, moi, à l'époque, je travaillais aux États-Unis, et c'est un Américain qui a fait une super carrière aussi, et qui était il avait son truc super structuré, learn, earn, give back. Et c'est resté en moi pendant toutes ces années. Je me suis dit, mais moi aussi, et en fait, je veux pas avoir cette carrière exécutive pendant des années, partir à la retraite et puis arrêter. Non, mon désir, c'était de m'arrêter avant, hein, puisque je m'étais fixé une sorte d'âge magique où on est encore en pleine forme, on a pris plein de choses et on a encore des années, parce que si c'est pas un mini chapitre, c'est un chapitre qui doit durer des années. Donc il faut pas le commencer non plus trop tard. Et donc j'avais cette idée-là, et en 2020, j'ai trouvé que c'était le bon moment. Enfin, c'est des choses qui se sentent aussi. Oui, puis c'était un peu une période de transition pour tout le monde. Oui, hein. Oui. Alors, effectivement, quand j'ai pris la décision, en fait, c'était en juillet 2020. On était sortis du Covid. On n'imaginait pas qu'il allait y avoir une deuxième vague. Donc, je m'étais dit, ça y est, j'emmenais mes équipes à bon port. On a traversé le Covid parce que c'était ultra intense à tout point de vue pour tout le monde. Parce que t'étais où à l'époque ? Alors à l'époque, donc je dirigeais la branche Oral Care pour Unilever pour le monde. Donc j'avais des équipes un peu partout dans le monde. Moi, mon job, il était basé à Londres. J'étais revenue me confiner en France. Enfin, tout le monde était confiné chez soi, quoi. Et donc j'ai vécu le confinement en France avec des équipes un peu partout dans le monde. Et ça a été très honnêtement et très humblement une grande source d'apprentissage humain, en fait, que cette période. Donc, en fait, en juillet, on était sortis de ça. Enfin, tout allait bien. Le business, par chance, moi, allait très bien. Je me suis dit, mais c'est le bon moment de prendre la décision. On avait le temps de se laver les dents. Ça, c'est sûr. Oui. Matin, midi, oui, alors, soir. En fait, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a eu il y avait le marché du bain de bouche qui avait vraiment cru, parce que comme le Covid arrivait par la bouche, en fait, les gens se lavaient beaucoup les dents. Enfin, il y avait l'hygiène était très importante pendant. Donc, des catégories comme le brossage des dents avec tous les produits, que ce soit dentifrice, mais aussi bain de bouche, étaient plus utilisés parce que les gens disaient, il faut bien se laver la bouche pour tuer les microbes, en fait. Voilà. Donc, le business allait plutôt bien. Moi, j'arrivais à l'âge où je m'étais dit, on va faire autre chose. Tout allait bien. J'ai pris la décision et boum, on est reparti en deuxième vague, mais la décision était prise. Et je ne regrette pas parce que ça m'a fait entrer dans une autre partie de ma carrière qui est vraiment passionnante.
Et donc tu travailles beaucoup moins maintenant, c'est bien ça? Parce que tu parles de je me suis arrêtée. Oh, j'avais dit que je m'arrêtais. Quelque chose me dit qu'effectivement tu travailles beaucoup Petit moins. sourire en coin qui me dit que tu ne crois pas ce que tu es en train de poser comme question. Je pense qu'il s'entend un peu mon sourire. Oui. Alors raconte-nous en fait la vérité. Donc, en fait, la vérité, c'est que je travaille différemment. Donc je travaille pas moins. Je pense que je travaille même tout autant. Mais j'ai articulé mes journées de travail. Donc déjà, je n'ai plus de chef. Je suis mon propre chef quelque part. Donc ça, c'est une grande liberté. Et j'articule mon temps de manière différente. Donc il faut savoir que quand vous êtes exécutif, vous avez votre calendrier qui est fait pour toute l'année. Vous avez vos réunions, votre agenda, il est plein, plein, plein. Là, en fait, on est plus dans quelque chose de flexible. On a d'un côté les boards où là, pour le coup, c'est des réunions qui sont établies même plusieurs années à l'avance. On a le calendrier de 2024, 2025, parfois même de 2026. Enfin, c'est très ancré. Par contre, tout ce qui est start-up ou même HEC, etc., les interventions, c'est un peu plus flexible et même beaucoup plus flexible pour certaines choses. Merci d'avoir accepté cette interview au pied levé. Au pied levé, parce que ça fait à peine une semaine qu'on s'est Tout calé. À fait. Donc, oui, il reste merci. toujours un petit peu de temps et d'une semaine à l'autre, je passe jamais une semaine vide, jamais, 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 jamais. Mais ça se remplit de manière beaucoup plus fluide que des grosses réunions calées depuis Mathusalem pour l'année à venir. Et ça, c'est aussi une source enfin, c'est très différent et c'est rafraîchissant quand vous sortez du monde corporate où tout est tracé pour l'année. Et est-ce que tu as choisi la loutre pour son utilité? Donc, quand tu disais dans ta carrière, finalement, il y a la période où tu as reçu. J'ai un peu du mal à croire que tu étais uniquement dans la posture de recevoir. Est-ce que cette valeur de l'utilité? En fait, j'ai choisi la lourde pour son utilité. Et alors, elle a une utilité qui est très fonctionnelle, puisque elle permet de la capture de CO2 quelque part. Moi, je vois mon utilité pas que comme fonctionnelle. Je vois une utilité. Il y a eu toute une époque où on racontait les différents types de leadership. Moi, je me retrouve clairement dans ce qu'on appelle le servant leadership. C'est le leadership au service d'eux. C'est pour ça que vient l'utilité. C'est un moteur pour moi de savoir que je peux aider, que je peux être utile, que je peux faire avancer les choses. En fait, c'est mon moteur. Voilà. Et alors, dans cette période corporate, qu'est-ce que tu as reçu que tu as envie de transmettre? Parce que tu dis, finalement, maintenant, je rends. Qu'est-ce que tu as reçu que tu as envie de transmettre? Alors, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que je n'étais pas consciente de tout ce que j'avais reçu. Parce qu'en fait, c'est un apprentissage et de tout ce que j'ai appris. C'est un apprentissage qui se fait au fil de l'eau et vous savez pas tout ce que vous savez. C'est assez incroyable à dire, mais j'étais pas du tout consciente de tout ce que j'avais pu apprendre pendant ces 30 et plus années. Et donc, qu'est-ce que j'ai appris? De quoi je me rends compte maintenant? Je me rends compte que j'ai eu la chance donc de travailler pour des grands groupes, Unilever en particulier, Unilever qui avait pris le virage de la durabilité très en amont. Ça a été vraiment un des précurseurs, une des grosses boîtes qui a pris ce virage et a mis la durabilité, la sustainability au cœur de sa stratégie. Et donc, j'ai vu, surtout, je dirais dans les 10-15 dernières années, un virage énorme où ça partait de pas grand-chose et puis c'est arrivé à être le cœur, je dirais, des opérations de la boîte, de la stratégie de la boîte, et de voir toute cette progression, comment ça a été fait, les problèmes que ça comporte, parce que ça arrive pas du jour au lendemain, puisque je te dis, moi, j'ai vu ça pendant 15 ans, le virage, et ça n'est jamais fini. Donc, quand je suis partie, c'était pas encore complètement transitionné. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a marqué, et je pense que c'est quelque chose c'est une expérience que je peux rendre. Tout cet apprentissage, c'est quelque chose qui peut aider d'autres entreprises qui sont confrontées parce que toutes les entreprises maintenant sont confrontées à cette transition. Donc, c'est quelque chose qui peut servir.
Alors complètement et je suis ravie de pouvoir, tendre, le micro de Canary Call dans cette période de fête, de renouveau, de début d'année sur ce sujet-là parce que, je pense, je le vois au quotidien dans mon activité de coach professionnel, qui accompagne, les personnes qui cherchent à faire bouger les lignes dans les entreprises, soit à l'intérieur de grands groupes, soit en tant qu'entrepreneur. Garder la foi, continuer d'y croire. Oui, c'est possible, on va arriver à bouger les lignes. C'est pas toujours facile de le garder dans la durée. Donc toi, tu l'as accompagné, tu l'as vécu de l'intérieur pendant 15 ans. Qu'est-ce qui fait que ça a marché selon toi? Alors, je pense que c'est plusieurs choses. Je dirais que la première chose, c'est qu'on avait un leader éclairé. Il y a eu Paul Polman qui a... Tout ce qui était durabilité était déjà là. Enfin, je pense qu'il a remis vraiment au centre et il a fait ça le cœur de la stratégie. Donc, d'avoir... C'était là et il l'a conscientisé, il l'a remis en lumière. Oui, c'est ça. Alors, c'était là depuis la création d'Unilever il y a de très, très, très nombreuses années parce que Lord Lever, en fait, avait créé... Au début, c'était des savons, c'était des choses c'est des produits peut-être un peu moins sophistiqués, mais c'était vraiment pour aider, c'était de l'hygiène, et c'était aussi, il pensait beaucoup au bien-être de ses employés. On avait une usine à Port Sunlight au nord de l'Angleterre où tout était fait pour le bien-être des employés. Alors il avait créé un village pour ses employés, enfin ses ouvriers. Enfin c'était il y avait déjà cette vision, une vision complètement partie prenante, tout à fait. écosystème, Oui, complètement. impact local. Oui, complètement. Donc en fait, c'est quelque chose c'est des gènes qui existaient, qui ont été un peu peut-être oubliés au fil du temps et qui ont été remis à jour. Donc dans l'ADN de la société, il y avait quelque chose à travailler et à remettre au centre de la stratégie. Donc ça, c'était un point de départ pour se dire, en fait, on n'est pas en train de faire quelque chose qui n'est pas authentique, mais on repart de qui on est. On cherche pas à se travestir. Voilà ce qu'on est, voilà ce qu'on a fait, voilà notre histoire, et on va le faire de manière peut-être plus poussée, plus actuelle aussi. Donc avoir un impact vu la taille d'Unilever. C'est une boîte qui peut avoir un impact énorme. C'est des milliards de consommateurs qui touchent les produits tous les jours. Enfin, c'est des centaines de milliers d'employés. C'est vraiment, les grosses boîtes peuvent avoir un impact, doivent avoir un impact, puisque la taille les aide à avoir de l'impact. Donc, essayer que cet impact soit positif. Et donc, on a été recherché dans l'histoire d'Unilever, remis au goût du jour pour que la raison d'être d'Unilever soit, je dirais, bien ancrée dans toutes les parties prenantes, dans la stratégie, etc. Et ça, moi, c'est un virage que j'ai vu, donc, je dirais 10, 15 ans, enfin, c'est toujours en cours, hein. Il y a des hauts, des bas, etc. C'est pas du tout linéaire, hein. Mais ça a été très, très marqué. Et donc, bien entendu, j'imagine, vu la taille des opérations, un travail sur la décarbonation. Bien sûr. Ça a été le début, ça? Ça a été le début, sans doute. C'était le début, c'était effectivement rendre les opérations, décarboner les opérations. Donc il y avait ça, il y avait... Parce que ça, c'est assez... souvent, on parle de ça et c'est ce qui met un peu la RSE, la durabilité... dans une case. Dans une case qui est plutôt technique, qui est plutôt réglementaire, qui est plutôt... complètement. Quelque part dans les coulisses. Difficile pour toutes les équipes de se l'approprier. Comment vous avez fait? Donc là, en fait, le cœur battant d'Unilever, ce sont les marques d'Unilever. D'ailleurs, quand on parle d'Unilever, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Unilever en tant que société, mais par contre, qui connaissent toutes les marques, puisque c'est des marques du quotidien. Donc, ça va être dans les marques dont moi, par exemple, m'occuper, ça sera Signal, qui était une marque de dentifrice oral care, mais ça va être des marques comme Skip, ça va être des marques comme Knorr, ça va être des marques comme Dove. Sun, ça va être une marque comme Dove, etc. Ça a commencé par sans doute la décarbonation, etc. Mais
le pivot, là où ça a vraiment pénétré dans toute l'entreprise, c'est quand c'est arrivé dans les marques. Et c'est arrivé dans les marques, bien sûr, sur le côté, il faut moins de plastique, il faut décarboner. Donc, mais ça, c'est quasiment le prérequis de base. Mais c'est pas là où on attend l'impact sociétal, parce que c'était pas que le E de environnement, il fallait s'attaquer au S de sociétal. Et donc, l'impact des marques qui communiquent, des marques qui peuvent avoir des messages forts, etc. Ça peut être aussi des messages de société, faire bouger les lignes. Donc, une marque comme Dove, par exemple, qui a comme... là aussi, on est revenu à l'origine de ce qu'était Dove, et donc qui a mis la beauté pour tous, toutes les femmes sont belles, on arrête les stéréotypes, il faut pas être taille 34, et la beauté se trouve partout. Donc ça, c'était la raison d'être de Dove. Donc le message que peut passer la marque, puisque les budgets publicitaires sont conséquents, parce que on vend beaucoup de produits, peut être vraiment énorme. Et on le voit, on le voit. Et ce qui est intéressant quand on le fait au travers des marques, et je reprends toujours les Dove. Donc Dove a trouvé cette raison d'être dans sa genèse. Depuis le début, sur la marque Dove, les communications étaient pas avec des mannequins, jamais avec des mannequins, mais avec des vraies personnes qui faisaient des testimoniaux. Donc en fait, on était déjà dans cette beauté naturelle. Il y avait de tout, des femmes de tout âge, de toute couleur, de tout. Donc on a repris ça pour passer le message que la beauté se trouve partout. Et après, la marque a été plus loin pour lutter contre les stéréotypes et montrer aussi ce que l'industrie de la beauté faisait, donc la distorsion d'image. Il y a eu un film que je vous encourage à regarder, alors c'est 2004, hein, ça date maintenant, doit être encore sur YouTube, qui a été vu des millions et des millions de fois, et c'est pas même pas du budget publicitaire, enfin ça a été un film très emblématique, où on voit une fille tout à fait normale, même avec des boutons, et on voit comment elle est prise en photo, maquillée. Enfin, ça devient déjà voilà. Et ensuite, on la Photoshop, on agrandit son cou, on lui remonte les sourcils, on lui ouvre les yeux, et ça devient. Vous reconnaissez pas du tout la fille qui était rentrée dans la salle. Et la fin du film dit. C'est pas la peine de se poser des questions. Pourquoi la vision de la beauté des petites filles est distordue? Je fais une traduction en français. Parce qu'en fait, voilà, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on change les images. Et ça, c'était en 2004. Ouais, à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et il n'y avait pas l'IA. Et il n'y avait pas l'IA. Enfin, pas comme aujourd'hui. Et là, ouais. Dove a repris, parce que moi, en 2004, je travaillais sur Dove. Donc, c'est une campagne que je connais vraiment bien et c'était l'origine, c'était au tout début de la raison d'être de Dove. On est en 2024. Donc, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que la raison d'être n'a pas changé, mais maintenant, on montre pas, parce que ça se terminait par un poster dans la rue. On n'avait pas les réseaux sociaux, et maintenant, le problème, c'est les réseaux sociaux. Donc là, en 2023, Dove a fait une campagne magnifique, qui est très, très, très émouvante sur l'impact des réseaux sociaux, sur la perception de la beauté des jeunes, des adolescentes, où on voit c'est l'histoire vraie d'une petite Marie, qui a eu son premier iPhone à l'âge de 12 ans et qui a commencé à regarder les réseaux sociaux et qui s'est dit mais il faut que j'arrête de manger, je suis trop grosse, j'ai les cuisses trop grosses, voilà, et qui est passé à côté de la mort, voilà. Donc ça touche tous les parents. Et pendant que Dove fait ça, on parle pas de produits, hein. On n'est pas en train de vendre du shampoing, on n'est pas en train de vendre du savon, on n'est pas en train de vendre on est vraiment en train de parler d'une cause et de faire prendre sa responsabilité de marque, en fait, pour faire bouger les lignes. Comment est-ce que toi, en interne, t'es resté en confiance aussi avec l'authenticité, avec l'intention? Parce que c'est souvent aujourd'hui la question de est-ce que telle marque ou telle entreprise est authentique, ou est-ce que c'est du greenwashing, et de faire la frontière, c'est pas toujours évident. Parfois maintenant, aujourd'hui, ça devient même difficile de communiquer sur ce qu'on fait, parce que on sait bien que ce sera jamais assez. Aujourd'hui, c'est jamais assez de toute façon. Donc, comment est-ce que toi, dans la durée, sur 15 ans, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit
j'adhère, je tiens bon, parce que on est d'accord, c'est pas le village des Schtroumpfs. Il devait y avoir des hauts, des bas, des engueulades, des difficultés. Vous avez dû passer des cols, marcher sur des crêtes. Complètement. C'est compliqué. Après, moi, j'ai eu la chance, et je le dis, c'est une chance d'être dans une société qui l'avait chevillé au corps. Donc, je n'ai jamais eu cette impression ça va être du greenwashing. L'authenticité, pour moi, elle a jamais été en question. Elle n'a jamais été en question, d'autant plus que ça venait du haut. Enfin, c'était pas moi je veux, mais en haut ils y croient pas. Non, au contraire. On avait l'équipe dirigeante qui était complètement investie là-dedans sur le fait de l'impact de la société sur le monde et d'avoir cette responsabilité-là et que toutes les marques devaient y participer, etc. et qu'il fallait décarboner. Voilà. Donc c'est un discours qui était très très porteur en fait, très inspirant. Et même parce que il y a toujours des gens qui vous disent ouais mais c'était du greenwashing, etc. Moi ça me fait mal quand on dit ça. Vraiment, honnêtement, ça me fait mal parce que je sais que c'est pas vrai. Mais je comprends parce que déjà les gros groupes, c'est pas forcément ce qui est le plus porteur en ce moment, parce que on vit dans un monde où on pose des questions, etc. Donc je comprends, mais personnellement, j'ai jamais eu ça. Par contre, ce qui est en train de se passer actuellement, c'est que, enfin, il y a plusieurs choses. Il y a on est en train d'apprendre le contraire de ce qu'on a appris pendant des années, à savoir, il faut pouvoir parler de ses vulnérabilités. On n'est pas parfait. Et Unilever n'est pas parfait. Et les marques que j'ai gérées n'étaient pas parfaites. Ah bon? Mais oui. Non. Il a fallu se rendre compte. Non, donc, savoir dire, je suis pas parfait, j'ai encore des tubes en plastique, mais je travaille dessus et dans 5 ans parce qu'on parle de changements énormes sur les outils industriels, enfin c'est pas simple. Donc d'admettre qu'on n'est pas parfait et de dire je travaille dessus, c'est 1000 fois mieux que de dire ah non tout va bien, moi j'ai 20% de tubes machin qui sont recyclables, etc. Non, il vaut mieux dire j'en ai encore 80, mais je vais travailler dessus, je travaille dessus, j'ai un programme, etc. Et ça, c'est très compliqué. Parce que c'est le contraire, on vous a toujours dit il faut être le meilleur, il faut être le premier, il faut être... Donc, l'apprentissage pour les leaders de dire 1, je suis pas parfait, 2, je commit sur un programme. Parce que quand vous dites je suis pas parfait mais je travaille, il y a un commitment de résultats. Donc tout ça, c'est des nouvelles manières de penser, de communiquer, et c'est compliqué. Et ce qui rend les choses encore plus compliquées maintenant, c'est que si vous dites je travaille dessus et en 2025 je n'aurai plus que 60% de tubes ou etc. En fait, vous êtes attendu au tournant. C'est pas de l'intention, c'est il va falloir que tu le fasses parce que sinon je te fais un procès. Enfin, il y a toujours quelqu'un de bien intentionné pour vous faire. Donc, ce qui risque de se passer, et c'est ça qui est peut-être un peu compliqué en ce moment, c'est que les entreprises vont avoir de plus en plus de réticence à avoir des objectifs ambitieux, en tous les cas affichés, parce que le retour de bâton peut être énorme. Donc c'est la ligne de crête, c'est comment à la fois avoir des engagements, mais des engagements qui sont tenables, peut-être moins ambitieux que ce qu'on pouvait faire avant, parce que il y a ce retour de bâton qui risque d'arriver. Donc c'est un peu compliqué. Oui, puis le retour de bâton, il peut être du grand public, du consommateur, mais il peut être aussi des actionnaires, parce que à un moment, on a plusieurs exemples aujourd'hui sur le marché où la rentabilité de l'entreprise a été trop impactée, et donc il y a eu des marches arrière en fait, et assumer publiquement des marches arrière, même pas publiquement, en interne dans une entreprise, j'imagine que vous l'avez vécu. Complètement. Comment vous avez digéré ça, les marches arrière, parce qu'il y a dû en avoir. Oui, en fait, ce qu'il ne faut jamais perdre de vue, c'est que une entreprise n'est pas une ONG.
Donc une entreprise est là quand même avec des actionnaires, pour faire du profit, etc. Donc même si les actionnaires sont eux aussi en train de changer et qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui regardent les critères ESG, etc. Ouais, c'est vrai, c'est une tendance que tu... Ah oui, c'est une claire tendance, mais les actionnaires restent des actionnaires, ils veulent un return on investment, etc. Donc, si la boîte ne délivre pas financièrement, on peut oublier toutes les stratégies sustainability. Son cours baissera, ça sera puni. Donc, c'est absolument nécessaire de bien comprendre que on travaille pour des entreprises. J'ai travaillé pour des entreprises, et donc on attend de l'entreprise des résultats financiers. Donc, c'est une polarité pas simple quand même, parce que ça veut dire soit on est dans l'impact, mais pas assez dans l'impact, et puis si l'objectif est pas assez ambitieux, on va remettre en cause l'authenticité. Mais en même temps, si l'impact se fait aux dépens de la survie économique, même risque de retour de bâton. Comment naviguer finalement dans cette entre ces polarités? C'est des injonctions contradictoires. C'est des injonctions contradictoires, et ce qu'il faut essayer de faire, c'est de les réconcilier, et donc de ne pas avoir d'un côté des injonctions financières et de l'autre côté des injonctions de sustainability. C'est de trouver des stratégies qui en fait marient les deux. Je vais vous citer un exemple qui a un bel exemple, il en faudrait plus, mais donc c'est toujours Unilever, mais Unilever en Inde était très fort dans les villes, donc des parts de marché sur le côté urbain qui étaient très forts. Par contre, n'était pas fort du tout dans les villages, dans les campagnes, etc. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, donc ça c'est un objectif business, c'est comment je pénètre, j'apporte mes produits dans les villages et je fais des ventes parce que ma part de marché est pas assez forte. Objectif très business. Réponse à un objectif très business, ça a été de recruter des femmes, ça s'appelait le programme Shakti, et les rendre comme des micro-entrepreneuses. Donc des femmes qui sinon ne gagnaient pas un sou, étaient cloîtrées chez elles, n'avaient aucun argent sauf l'argent du mari, de la famille du mari, etc., parce qu'ils vivent souvent avec la famille. Et donc de les transformer en micro-entrepreneuses et de leur donner un revenu. Donc moi j'en ai vu de ces femmes, puisque je voyageais beaucoup et assez loin, et donc j'en ai vu de ces femmes, et à chaque fois ce qu'elles vous disaient, c'était très très émouvant. En fait, elle vous disait, moi, en fait, je suis en train de gagner de l'argent pour que mes enfants n'aient pas la même vie que moi. Et ça, c'était juste incroyable. Enfin, ça, c'était transformateur pour ces femmes. En fait, ça rejaillissait sur plusieurs parties prenantes, parce que vous, quand vous voyez des femmes comme ça, vous vous dites, vous avez envie qu'elles gagnent leur vie, vous vous sentez en train de faire quelque chose de super positif. Ouais. Mais ça retournait sur le business, puisque les parts de marché ont augmenté, etc. Donc, il faut réussir à trouver des choses qui permettent de concilier les deux. Un autre exemple, c'est ce que je vous disais sur Dove. En fait, Dove fait de la publicité qui ne parle pas de produit, mais zéro produit. Et ça fait plus vendre que de la publicité qui parle de produit. Parce qu'en fait, on développe une relation complètement différente avec ses consommateurs, qui voient autre chose que tiens, un shampoing qui marche bien, un savon et qui voient en fait dans la marque quelque chose de plus fort, et qui tisse un lien émotionnel plutôt que juste transactionnel. Donc c'est là où on arrive à avoir des business models où en fait on arrive à faire les deux et à concilier les deux. Mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et toi, en tant que dirigeante, tu as été témoin concrètement de l'impact, tu l'as vu sur le terrain. Est-ce qu'on peut dire que finalement c'est ton expérience de cette transition écologique dans ce grand groupe qui a déclenché ton engagement aujourd'hui, que tu portes dans ton activité de transmission? Ou est-ce que tu es venu avec? Où est la poule, où est l'œuf dans cette histoire? On sait pas trop qui est la poule, qui est la loutre, qui est la poule. Non, on sait pas trop. Je pense que j'avais un terreau qui était très... En fait, quand je prends la loutre et que je dis j'aime être utile, je pense que je suis née comme ça. Donc
de travailler pour un groupe qui avait ça, qui était très ancré dans l'ADN, c'est sûr que ça a réveillé des choses en moi. Maintenant, dans cette phase-là, je mesure ma chance d'avoir travaillé pour un groupe comme ça, parce que c'est pas, tout le monde n'en est pas à ce niveau-là dans le chemin. Je mesure aussi, moi je suis une optimiste, mais je mesure aussi le pessimisme ambiant. Enfin, je mesure plus encore le travail et le chemin à parcourir. On n'y est pas encore, et bon, moi j'essaie d'apporter ma pierre, mais pas d'une manière naïve. Faut surtout pas imposer les choses. Il y a peut-être en ce moment aussi une certaine lassitude autour de ces sujets-là, il faut faire attention à ça. Il y a des contraires qui sont en train de s'opposer de manière assez violente. On avait moins ça, je trouve, par le passé. Tu parlais d'injonctions contradictoires. Oui, enfin, d'ailleurs, c'est le modèle des parties prenantes qui est comme ça, puisque toutes les parties prenantes n'ont pas les mêmes injonctions. Donc, elles peuvent être ultra contradictoires, elles peuvent être moins contradictoires. Dans tous les cas, il faut savoir combiner les choses, laisser tomber certaines choses. Enfin, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que quand on disait il suffit de faire du profit. Voilà, il suffit de faire du profit. C'était tout simple. Il y avait une partie prenante et puis les autres étaient complètement secondaires. Maintenant, on est beaucoup plus tiraillés. Et je trouve que les tiraillements s'exacerbent. C'est un peu plus manichéen, je dirais, un peu plus blanc et noir. Chacun un peu campe sur ses positions, écoute peut-être un peu moins l'autre. Mais il faut y aller, hein. Est-ce que toi, justement, tu disais finalement, ce qui a marché aussi, c'est d'avoir un leader éclairé. Parfois, dans les entreprises aujourd'hui, ça part des équipes dirigeantes. Parfois aussi, c'est porté par des experts qui ont la charge en interne. C'est une condition sine qua non, c'est-à-dire quelqu'un qui se dirait « je suis dans une entreprise, je veux faire bouger les lignes, mais je sens que là-haut, c'est pas encore complètement la direction clairement annoncée ». C'est perdu d'avance ou tu gardes de l'optimisme? moi, de toute façon, je te disais, je suis optimiste de nature, donc il faut rester optimiste. Je pense que c'est plus compliqué si la tête n'est pas motrice, parce qu'en fait, c'est ça, c'est soit elle est neutre, soit elle est motrice, soit c'est le contraire, elle vous met des bâtons dans les roues. Donc, il faut bien jauger ça et essayer si c'est pour vous mettre des bâtons dans les roues, de la faire passer à neutre. Enfin, il faut essayer de cerner le problème et d'y travailler. Moi, je te disais que, donc, j'ai créé un jeu qui est un serious game autour de tout ce qui est développement durable, mais pas que l'environnement. Donc, c'est vraiment ESG. Oui, c'est intéressant le mot jeu. Parce que c'est vrai qu'on parle d'injonction, on parle de tension, on parle de révolution. Et toi, tu viens et on va jouer, en fait. Oui, on va jouer. On va mettre un peu de simplicité, de mémorabilité, parce que ça, c'est tout ce que le jeu de passion. Les gens, en fait, quand ils jouent, ils veulent gagner. Ah bah oui, on joue sa vie quand on joue. On joue. Alors, c'est très drôle parce que pour gagner, il faut avoir compris certaines choses. Vous ne pouvez pas gagner si vous n'avez pas compris. Donc, en fait, hop, c'est très facile de les emmener à l'endroit où on veut les emmener parce que c'est la manière de gagner. Parce que c'est un jeu, il y a des vainqueurs, enfin, il y a une équipe qui gagne, etc. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que on joue avec des comex, on joue avec des équipes, toute une équipe marketing, on joue avec plein de choses. Mais récemment, j'ai eu le cas de quelqu'un qui est venu me voir en disant « moi, je veux jouer parce que mon patron n'y croit pas ». Donc, c'est une responsable RSE qui est venue me voir en me disant « moi, mon problème, c'est mon patron n'y croit pas ». Alors, j'ai pensé qu'on allait faire une session de jeu avec des clients qui y croient et comme ça, à la fin, il pourra plus comprendre qu'il faut pas le faire, il faut le faire. Même ses clients le demandent, tout le jeu va l'emmener là-bas, etc. Donc en fait, elle était complètement, cette personne, dans l'idée de j'ai identifié le problème, je veux y aller, donc il faut qu'on y aille. Mon problème, c'est que j'ai un patron, alors lui, il n'était pas neutre, je pense que c'était assez négatif même, donc je vais l'emmener dans un... C'est intéressant, mais dans un jeu, parce que personne n'a envie d'être un convaincu, mais jouer à apprendre, en fait, c'est moins culpabilisant, c'est moins... C'est ça. Il y a une certaine légèreté dans la gravité, dans l'urgence.
Et on l'a conçu de manière assez... Parce que c'est tellement complexe. Enfin, la révolution, la transition qu'on doit faire est d'une complexité. Ça, tu parlais de simplicité. Et on essaie de simplifier. Enfin, ça reste très simple dans la manière dont est conçu le jeu pour que ça soit facilement appréhendable, digeste, etc. C'est une vraie mise en situation. Parce qu'en fait, on crée des comex d'entreprise, donc chacun a un rôle à jouer. Donc il y a un CEO, un CFO, les RH, le marketing, le legal. Enfin, on crée des comex qui doivent gérer une entreprise. Donc c'est vraiment, on les remet en situation pour leur faire vivre les tensions. Parce que qu'est-ce qui se passe dans un comex? En fait, on retrouve les tensions des parties prenantes. On va avoir le CFO qui va beaucoup se préoccuper du stakeholder, de la partie prenante actionnaire. On va avoir le chief HR qui va beaucoup s'occuper des employés. Enfin, on retrouve vraiment les parties prenantes et des tensions. Donc, on essaie vraiment de leur faire vivre ces tensions, de leur faire comprendre un peu les leviers d'une bonne stratégie RSE qu'ils doivent mettre en place tout au long de l'expérience. C'est une expérience. Hein. Donc ouais, tu t'occupes aujourd'hui d'accompagner des entrepreneurs à travers ton activité de Business Angels, en tant qu'administratrice, tu sensibilises des équipes existantes et tu contribues aussi à la formation des leaders de demain. Pour toi, quels sont les éléments clés qui sont indispensables en fait à transmettre? Parce que tu parlais de transmission, dire finalement il y a des choses qui sont aujourd'hui un peu nouvelles. Les leaders n'ont pas l'habitude de manipuler la vulnérabilité, de vivre ces injonctions contradictoires au quotidien. Comment est-ce que on peut équiper ces leaders d'entreprise de demain? C'est compliqué parce que c'est de l'humain, hein, c'est de la transformation. En fait, moi, quand je décris ce que je fais, j'essaie de, surtout dans la partie que je fais avec le jeu ou avec HEC ou avec, c'est transformer les hommes pour qu'ils transforment les entreprises. C'est qu'une entreprise, elle se transforme pas toute seule. Hein. Ça n'existe pas. C'est les hommes qui la conduisent, qui la font, qui vont la transformer. Donc moi, les hommes et les femmes. Quand je dis les hommes, oui, j'avais compris. Mais ça ne me viendrait pas à l'idée de pas penser aux femmes. Mais ça me, ça m'est venu. Oui, tu as raison de me reprendre. Et donc voilà, donc c'est transformer les hommes et les femmes pour que, à leur tour, ils transforment l'entreprise. Et les transformer en leur donnant de la connaissance. Parce qu'en fait, c'est très complexe, c'est compliqué, et il y a des connaissances de base à avoir, mais aussi, je dirais, des nouvelles manières de faire du business, des nouvelles manières de penser. Donc, on a parlé, par exemple, de la vulnérabilité, la transparence pour les entreprises. On peut parler aussi des coalitions, c'est-à-dire qu'avant, on vous disait ton avantage compétitif, il faut que tu sois le premier, le meilleur, avantage compétitif à tout craint. Maintenant, il y a certaines choses qui vont se faire mieux et plus vite si on les fait à plusieurs. Donc, il faut apprendre à travailler avec d'autres, parfois même avec vos concurrents, pour que toute l'industrie avance, parce qu'on a besoin de ça. Donc il y a des choses vraiment nouvelles en termes de mindset en fait qu'il faut apprendre. Oui, et puis j'ai l'impression aussi que il y a de plus en plus de situations où il n'y a pas de bonne décision. Il y a une direction à. Il y a une direction. En fait, il n'y a pas de décision parfaite. Il y a la meilleure décision, mais il n'y a pas la décision parfaite. C'est-à-dire que la meilleure décision, c'est celle qui va prendre en compte toutes les parties prenantes, qui va permettre à tout le monde d'avancer, de porter un projet, mais qui sera pas forcément ce que l'un voulait parfaitement ou l'autre voulait parfaitement. Donc il y aura des compromis que les uns et les autres vont devoir faire. Et comment éviter le compromis mou? Comment éviter le compromis mou? Parce que c'est souvent ça aussi. Le plus petit commun dénominateur. Ouais, c'est ça, c'est que on entend
souvent cette tendance à dire les petits pas, on n'a pas le temps. Donc il faut que la vision soit radicale. Soyons peut-être flexibles dans le chemin, mais il faut quand même une vision radicale. Il y a du débat autour de cette notion de radicalité. Oui. Et donc, on revient toujours au même concept, hein, c'est-à-dire que il faut embarquer tout le monde. On peut pas laisser des gens. Il faut embarquer tout le monde, sauf des réfractaires. Mais quand vous dirigez une entreprise, soit vous les embarquez, soit ils partent. D'ailleurs, ça peut être ça. Hein. Si vous êtes leader d'une entreprise, que vous savez très bien ce que vous voulez faire en sustainability, que les gens disent je sais pas, je peux pas, c'est trop lent. Ouais, ok, c'est pas pour toi et tout va bien. Hein. On peut se quitter bons amis et puis. Donc, moi, je crois beaucoup à l'importance du leader dans tout ça, de leader, de la vision, du pouvoir d'inspiration, d'emmener tout le monde. Et on revient au leader, Et quand je mets au leader, je mets, c'est pas qu'une personne. Hein. C'est important de le signifier. Oui, parce que c'est pas si on a le bon patron, tout va bien, pas du tout. Hein. Déjà, si on a le bon patron, si c'est le bon patron, il sait bien s'entourer. Ça commence comme ça, donc il va voir les bons leaders. Il forme son comex, et à la suite de ça, ça doit percoler. Ça doit cascader, ça doit ruisseler. Exactement en dessous. Donc c'est pas une personne, hein, c'est vraiment tout le monde. Et ce qu'on voit actuellement, c'est que il y a quand même ce qui vient de la base, parce que c'est souvent des plus jeunes, c'est souvent qui sont peut-être plus impatients, qui sont dans l'entreprise. Et puis même de toute façon qui ne rejoindront pas l'entreprise. Déjà. Si on sentent pas ça. Voilà la bonne boussole. Mais dans les employés, dans la force vive, dans le vivant de l'entreprise, il y a une très forte demande de sens. D'avancer sur ces sujets-là. Donc, en fait, faut les écouter et que l'entreprise avance. Donc, c'est un peu la tête et puis, je dirais, les forces plus jeunes. Et souvent, dans les entreprises, comme moi j'entends beaucoup, c'est que le ventre mou, il est au milieu. C'est là où c'est plus compliqué de convaincre. Après, ils sont pris en sandwich, donc... Ça bascule. Ça doit normalement basculer, mais c'est souvent cette partie-là qui est plus compliquée à faire avancer, en fait. On est en pleine période de vœux, de renouveau 2024. Qu'est-ce que tu as envie de formuler comme vœu ou de partager comme vœu, comme intention pour cette année? Alors, pour moi, c'est action, agir, avancer. C'est se dire que c'est pas les autres qui vont le faire à notre place. Donc, faut pas dire, par exemple, aux jeunes, je te fais confiance, maintenant tu prends le relais, c'est vous qui allez tout changer. Non, il faut que tout le monde, toute la chaîne, tout le monde s'y mette. Faut pas attendre que les gouvernements légifèrent, les entreprises. Tout le monde est responsable de ce qu'on a à accomplir en termes de développement durable, de sustainability est tellement énorme, immense, tellement imbriqué, que ce soit le E, le S, l'environnement, tout est imbriqué. C'est les plus vulnérables qui souffrent du changement climatique. Le changement climatique a un impact sur la santé. On n'est pas nous tranquilles dans notre coin, ça va à peu près bien et on va s'en tirer. Non, c'est tout le monde. Donc moi j'ai envie de dire, agissons, mais agissons à tous nos niveaux, parce que on est plusieurs en fait. On est professionnel, on a un agenda professionnel, on peut agir en tant qu'acteur du monde économique à sa mesure, petit, grand, ça n'a pas d'importance, on peut agir là, mais on peut aussi agir en tant que personne, donc en tant que citoyen. Il y a plein de choses qu'on peut faire en tant que citoyen qui vont aider. Et les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc, faut pas se dire quelqu'un d'autre va le faire pour nous. Il faut le faire nous aussi. Il faut agir dans sa famille. On est multifacettes. Et il faut utiliser toutes ces facettes. Il faut mettre toutes ces facettes à l'action. Merci beaucoup, Marianne. Merci à toi, Perrine. Bonne année 2024. Très bonne année. Et moi, je repars avec une saveur d'optimisme et de détermination. J'ai ressenti beaucoup de détermination dans tes propos, donc c'est parti.
Allez, On y va. 2024. Merci. Bonne année. Bonne année. Merci pour votre écoute. Pour être tenu informé de la diffusion des nouveaux épisodes, je vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix et à suivre les comptes de Canary Call sur les réseaux LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et Facebook. Pour amplifier la voix de mes invités, n'hésitez pas à commenter, partager ou même offrir vos étoiles.